Mon père a signé des papiers disant que je n'étais pas son fils. Je les ai utilisés quand il m'a poursuivi pour une pension. Maintenant, il supplie. Mon père a dépensé 40 000 $ pour des avocats de haut vol, afin de prouver légalement que j'étais illégitime, et ainsi pouvoir m'exclure de la fiducie de mon grand-père. 10 ans plus tard, il m'a poursuivi en justice pour obtenir 3 500 $ par mois de pension alimentaire, sous prétexte qu'il était mon père. Je m'appelle Ethan. J'ai 34 ans, je suis chercheur en biotechnologie et je vis à Boston. Jusqu'au mois dernier, je pensais que le dossier de mon enfance était clos. Je pensais que l'encre avait séché, et que les blessures avaient suffisamment cicatrisé pour que je puisse oublier. J'avais tort. Le passé ne meurt pas. Il attend simplement que vous gagniez assez d'argent pour qu'il vaille la peine de venir vous hanter. J'étais assis dans mon laboratoire, attendant qu'une centrifugeuse finisse de tourner, quand la sécurité a appelé à mon étage. Il y avait un huissier de justice dans le hall qui demandait à me voir personnellement. Je me suis dit que c'était une citation à comparaître, liée à un litige de brevet, ou quelque chose du genre. C'est un risque du métier quand on travaille dans la biotechnologie. Les sociétés pharmaceutiques se poursuivent toujours les unes les autres pour des questions de propriété intellectuelle. Et parfois, les chercheurs sont entraînés là-dedans comme témoins. Mais quand je suis descendu dans le hall et que j'ai ouvert l'épaisse enveloppe cartonnée, je n'ai pas vu d'entête d'entreprise. Je n'ai rien vu qui concernait des brevets, de la recherche, ou l'une de ces complications professionnelles que j'avais l'habitude de gérer. J'ai vu le sceau de la Cour supérieure du Connecticut. Mon père, Gerald, un homme qui m'avait publiquement et légalement désavoué quand j'avais 24 ans, déposait une requête en vertu des lois de l'État sur la responsabilité filiale. Il plaidait l'indigence. Il citait une série d'investissements en capital risque ratés, une santé déclinante, et des factures médicales qui s'accumulaient. Et il exigeait que moi, son fils biologique, je paie pour sa résidence assistée, et que je fournisse une allocation mensuelle pour couvrir ses dépenses. Pour comprendre l'audace pure et simple de ce procès, vous devez comprendre notre histoire. Vous devez comprendre qui était vraiment Gerald. Gerald n'était pas un père. C'était un gestionnaire de portefeuille. Et je n'étais qu'un actif peu performant dans son grand livre de comptes. J'ai grandi à Darien, dans le Connecticut, dans une maison qui ressemblait moins à un foyer qu'à un musée, où j'étais le seul touriste maladroit. Tout était immaculé. Tout était cher. Tout était destiné à impressionner les visiteurs, et non à faire en sorte qu'un enfant se sente à l'aise ou aimé. Les meubles étaient du genre sur lequel on n'était pas censé s'asseoir. Les œuvres d'art étaient du genre qu'on n'était pas censé toucher. Et mon père était le genre d'homme qu'on n'était pas censé décevoir. Ma mère est morte quand j'avais 6 ans. Un cancer. C'est arrivé si vite, que j'ai à peine eu le temps de comprendre ce qui se passait, avant qu'elle ne soit partie. Un mois, elle me lisait des histoires avant de dormir et me préparait du chocolat chaud les matins froids. Le mois suivant, je portais un minuscule costume noir à ses funérailles. J'étais confus, je ne comprenais pas pourquoi tout le monde pleurait, ni pourquoi ma mère dormait dans une boîte qu'ils mettaient en terre. Je me souviens du jour où ils m'ont dit qu'elle ne rentrerait pas de l'hôpital. Gerald m'a fait asseoir dans son bureau, cette même pièce où il me ferait plus tard du chantage pour me priver de mon héritage, et il m'a expliqué la mort comme s'il expliquait une transaction commerciale. Factuelle, clinique, sans chaleur, sans réconfort, juste une information livrée. Et puis, nous sommes passés à autre chose. J'ai pleuré pendant des semaines. Je pleurais la nuit, quand personne ne pouvait m'entendre. Je pleurais dans les toilettes de l'école, entre les cours. Je pleurais à chaque fois que je voyais quelque chose qui me rappelait son souvenir, ce qui arrivait constamment car tout me faisait penser à elle. Et la réponse de Gerald à mon chagrin fut l'impatience. Il m'a dit de me ressaisir. Il a dit que pleurer ne la ramènerait pas, et que je devais commencer à agir comme un homme, même si je n'avais que 6 ans et que je venais de perdre la seule personne qui m'avait jamais fait me sentir en sécurité. Après ça, ce n'était plus que moi et Gerald, un garçon de 6 ans et un homme qui traitait la parentalité comme de l'élevage canin. Gerald était obsédé par l'héritage, les lignées, la bonne génétique. Il parlait de la famille comme certains parlent des chevaux de course, de génétique, de croisement et de potentiel. Si j'avais un B sur mon bulletin, j'étais défectueux. Si je n'entrais pas dans l'équipe universitaire, j'étais un mauvais investissement. Si je montrais la moindre faiblesse, vulnérabilité, ou une émotion normale d'enfant, il me regardait comme si j'étais un produit arrivé endommagé de l'usine. J'ai appris très tôt à cacher mes sentiments en sa présence.
J'ai appris à simuler la compétence, que je la ressente ou non. J'ai appris que l'amour, dans notre maison, était conditionnel, et que les conditions n'étaient jamais clairement énoncées, mais toujours impitoyablement appliquées. Mais la véritable rupture dans notre relation ne s'est produite que lorsque j'ai eu 24 ans. C'est à ce moment-là que mon grand-père est mort, et que la vérité sur mon père est apparue, comme une photographie se révélant dans une chambre noire. Mon grand-père paternel était un magnate de l'acier. De la vieille fortune, le genre de richesse qui construit des bibliothèques et donne son nom à des ailes d'hôpitaux. C'était un homme complexe, avec une conscience lourde quant à la façon dont cette richesse avait été accumulée. Et il a passé ces dernières années à essayer de faire un peu de bien avec. Philanthropie, fiducie caritative, dons anonymes à des causes auxquelles il croyait. Il était aussi la seule source de chaleur véritable dans mon enfance. Quand Gérald était froid et distant, grand-père était celui qui m'emmenait à la pêche. Quand Gérald critiquait tout ce que je faisais, grand-père était celui qui me disait qu'il était fier de moi. Quand Gérald me faisait sentir comme une déception, grand-père me faisait sentir que je comptais. Avant de mourir, mon grand-père a mis en place ce qu'on appelle une fiducie à saut de génération. C'est une structure juridique conçue pour transmettre la richesse directement aux petits-enfants, en contournant la génération intermédiaire. En partie, c'est pour des raisons fiscales, pour éviter les droits de succession en sautant une génération. Mais en partie, je pense que grand-père l'a fait parce qu'il savait exactement qui était son fils. Il savait que Gérald brûlerait tout l'argent qui lui tomberait entre les mains, et ne laisserait rien pour l'avenir. La fiducie était substantielle, plusieurs millions, et elle m'était spécifiquement destinée. Gérald était furieux quand il l'a découvert, absolument livide. Il avait passé toute sa vie d'adulte à attendre que son père meure pour pouvoir hériter de la fortune familiale. Il avait structuré ses finances autour de cette attente. Il avait fait des promesses à des gens, basées sur l'argent qu'il supposait être le sien. Et puis, le vieil homme avait eu l'audace de passer directement par-dessus lui, et de tout remettre à son petit-fils. J'avais 24 ans, je sortais tout juste de l'université, encore en deuil de la seule personne de ma famille qui m'avait jamais fait me sentir aimé. Une semaine après les funérailles, Gérald m'a convoqué dans son bureau. La pièce sentait le vieux cuir et le cirage pour meubles coûteux. C'était sombre, tapissé de livres que je ne suis pas sûr que Gérald ait jamais vraiment lus. Ils étaient là pour la frime, comme tout le reste dans cette maison. Il était assis derrière son bureau massif, ne me regardant pas quand je suis entré, brassant des papiers comme si j'étais un rendez-vous qu'il calait entre deux affaires plus importantes. « Nous devons parler de la fiducie », a-t-il dit sèchement. « Quoi à propos d'elle ? Tu ne vas pas l'accepter. » Il a dit cela comme une affirmation, pas une question. « Tu vas signer une renonciation d'intérêt, pour faire repasser les fonds dans la succession générale. » Pour moi. Je me souviens être resté là, véritablement confus. Pourquoi je ferais ça ? Grand-père voulait que je l'aie. Il l'a mise en place spécifiquement pour moi. Gérald a levé les yeux de son bureau à ce moment-là. Il s'est levé lentement, et cela m'a rappelé à quel point il pouvait être physiquement imposant. C'était un homme grand, avec des yeux durs et une mâchoire qui semblait avoir été taillée dans du granit. Il a contourné le bureau, et m'a regardé de haut avec une expression que je ne peux décrire que comme du mépris mêlé à du calcul. « Parce que si tu ne le fais pas, a-t-il dit doucement, je détruirai la mémoire de ta mère. » Il est retourné à son bureau, et a fait glisser une chemise cartonnée sur le bois poli, vers moi. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des photographies, granuleuses, clairement prises avec un téléobjectif, datées de l'année avant ma naissance. Ma mère avec un autre homme, s'enlaçant, s'embrassant. Les images étaient intimes et accablantes. Elle était infidèle, Ethan. La voix de Gérald était froide. Clinique. Je le sais depuis des années. Tu n'es pas mon fils biologique. Tu es le rejeton de son professeur de tennis. Je t'ai élevé par charité, par respect pour les vœux que j'avais prononcés, même si elle a brisé les siens. Mais je serai damné si je laisse l'argent de mon père aller au sang d'un étranger. J'ai senti l'air quitter la pièce. Mes poumons ont cessé de fonctionner. Mon cœur a cessé de battre. Tout s'est arrêté, sauf le bourdonnement dans mes oreilles et les photographies qui nageaient devant mes yeux. Tu mens, ai-je chuchoté. Et c'est moi. Les lèvres de Gérald se sont retroussées en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Si tu réclames cette fiducie, je déposerai une plainte pour contester la paternité. Je traînerai son nom dans la boue dans tous les tabloïds de Nouvelle-Angleterre.
Tout le monde saura qu'elle était infidèle. Chaque personne qui se souvient d'elle, chaque ami qu'elle avait, chaque collègue, tout le monde saura exactement quel genre de femme elle était vraiment. C'est ce que tu veux? Protéger ton compte en banque au prix de sa dignité? J'étais jeune. J'avais le cœur brisé. Je vénérais la mémoire de ma mère parce qu'elle était le seul parent qui m'avait montré un amour sincère. La pensée qu'elle soit publiquement humiliée, même à titre posthume, me rendait physiquement malade. Je pouvais goûter la bile au fond de ma gorge. J'ai regardé cet homme qui m'avait élevé avec rien d'autre qu'une froide indifférence pendant 18 ans. Et j'ai réalisé quelque chose à ce moment-là. Il ne se souciait pas de moi. Il ne s'était jamais soucié de moi. J'étais une ligne dans son budget, une obligation qu'il avait remplie avec un investissement minimal. La seule chose qui l'intéressait, c'était le grand livre de comptes, l'argent. Bien, ai-je dit, ma voix tremblante. Garde l'argent. Je ne veux rien de toi, plus jamais. Mais Gérald ne se contentait pas d'un accord verbal. Il voulait une armure juridique. Il voulait de la documentation. Il voulait s'assurer que je ne pourrais jamais changer d'avis et revenir chercher ce qui me revenait de droit. Ses avocats ont rédigé un document, une attestation, une déclaration sous serment signée par Gérald sous peine de parjure, déclarant qu'il avait des raisons de croire que je n'étais pas sa descendance biologique. Le document stipulait que, pour les besoins de la succession et de toutes les relations juridiques futures, notre lien familial était par la présente rompu. En échange de ma signature sur une renonciation à la fiducie, il acceptait de ne pas poursuivre la succession pour fraude concernant la prétendue infidélité de ma mère. J'ai signé les papiers, chacun d'entre eux. J'ai renoncé à des millions de dollars et à mon lien légal avec la seule famille qu'il me restait. Ensuite, j'ai fait un sac, je suis monté dans ma voiture, et j'ai quitté Darien, Connecticut, le soir même. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Je n'ai pas dit au revoir. Je suis juste parti. J'ai déménagé à Boston avec presque rien. J'avais mon diplôme universitaire, une petite somme d'économie, et absolument aucun soutien familial. Les premiers mois ont été brutaux. J'ai récuré des toilettes dans des immeubles de bureaux, la nuit. Je travaillais au quart du matin dans un café avant les cours. J'ai mangé des ramens, des sandwichs au beurre de cacahuètes, et tout ce que je pouvais trouver en promotion à l'épicerie discount. Il y a eu des nuits où j'étais assis seul dans mon minuscule appartement, un studio à peine assez grand pour un lit et un bureau, et je me demandais si j'avais fait une terrible erreur. J'aurais pu me battre. J'aurais pu contester l'attestation. J'aurais pu traîner Gérald devant le tribunal, exposer ses mensonges, et peut-être récupérer mon héritage. Mais à chaque fois que je l'envisageais, je pensais aux années de litige. Je pensais aux dépositions, à la phase de découverte, et aux témoins experts. Je pensais au fait de voir le visage de Gérald à travers une salle d'audience, d'entendre sa voix, de devoir lui parler et parler de lui, et d'être constamment rappelé à tout ce qu'il m'avait pris. Je pensais au tribut que cela prélèverait sur ma santé mentale, sur ma capacité à me concentrer sur mon travail, sur ma chance de construire quelque chose de nouveau. Alors, j'ai continué à avancer, un jour à la fois, une garde à la fois, un examen à la fois. J'ai bâti une carrière en génomique à force d'obstination pure. J'étais bon dans mon travail, et j'étais prêt à faire des heures que les autres ne faisaient pas. Je restais tard au labo quand tout le monde rentrait chez soi. Je lisais des articles le week-end. J'ai publié des recherches qui ont été remarquées par des gens qui comptaient. Lentement, petit à petit, ma vie a commencé à prendre forme. Ce n'était pas facile. Il y a eu des revers, des déceptions, et des moments où je voulais abandonner, mais je n'avais pas l'option d'abandonner. J'avais brûlé mes ponts avec Gérald, et il n'y avait aucun filet de sécurité pour me rattraper si je tombais. Le succès était le seul chemin possible, alors je l'ai emprunté. J'ai rencontré ma femme, Rachel, lors d'une conférence. 3 ans après avoir quitté le Connecticut, elle présentait une recherche sur l'expression génétique, elle était brillante, drôle, et elle riait de mes blagues nulles. Notre premier rendez-vous fut un café qui s'est transformé en dîner, qui s'est transformé en discussion jusqu'à 2 heures du matin. Elle ne venait pas d'un milieu riche. Elle se fichait des pédigrés, des lignées, ou de toutes ces choses qui avaient obsédé Gérald toute sa vie. Elle s'intéressait juste à qui j'étais en tant que personne. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, lors d'une petite cérémonie avec des amis du travail. Aucune famille de mon côté. J'avais brièvement envisagé d'inviter les vieux amis de mon grand-père, des gens qui m'avaient connu enfant,
mais j'ai décidé de ne pas le faire. Ce chapitre était clos. Je construisais quelque chose de nouveau. J'ai créé une vie qui était riche d'une manière que Gérald ne pourrait jamais comprendre. Mais les doutes sont comme les mauvaises herbes. Ils poussent dans l'obscurité, même quand vous pensez les avoir toutes arrachées. Environ un an après avoir quitté le Connecticut, j'ai acheté un kit de test ADN commercial. Pas pour les résultats d'ascendance ou les informations de santé. Je l'ai acheté parce que j'avais besoin de connaître la vérité. J'avais besoin de savoir si Gérald avait dit la vérité sur ma mère, ou s'il avait simplement fabriqué le mensonge le plus dévastateur qu'il pouvait imaginer pour me manipuler et me faire renoncer à mon héritage. J'ai craché dans le tube. Je l'ai posté. J'ai attendu. Quand les résultats sont revenus, 3 semaines plus tard, je me suis assis seul dans mon minuscule appartement de Boston, et j'ai ouvert l'email avec des mains tremblantes. L'ADN correspondait avec un cousin germain du côté de Gérald. Les marqueurs génétiques étaient indéniables. La science était claire. Gérald était bien mon père biologique. Il avait menti. Il avait menti sur la fidélité de ma mère, menti sur ma conception, menti aux avocats, menti à moi. Il avait fabriqué une tromperie élaborée, et utilisé mon amour pour ma mère décédée comme une arme contre moi. Tout ça pour voler un héritage qui était légalement et légitimement le mien. J'ai fixé cet écran d'ordinateur pendant des heures. Je suis passé par toutes les émotions imaginables. Rage, chagrin, justification, désespoir. L'envie de prendre l'avion pour le Connecticut et de le confronter était presque écrasante. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Y retourner signifierait des avocats. Cela signifierait des batailles judiciaires. Cela signifierait voir son visage, entendre sa voix, et le laisser revenir dans ma vie. L'argent me relierait à nouveau à lui. Et ce lien était une chaîne que je venais de passer un an à limer. Je ne voulais pas de l'argent. Je voulais le silence. Alors j'ai imprimé les résultats ADN et je les ai mis dans un coffre-fort à la banque. J'ai fermé le couvercle, tourné la clé, et je suis parti. J'ai laissé Gérald garder ses millions volés. Je me suis dit qu'il mourrait seul sur un tas d'or, entouré de choses chères et dépourvu de quiconque se souciant réellement de lui. Cela semblait être une punition suffisante. Je n'avais pas prévu qu'il perdrait tout. Apparemment, le génie de Gérald pour les affaires n'était dû, en grande partie, qu'à la chance et à l'héritage. Sans les conseils et les ressources de son père, il n'était qu'un investisseur médiocre de plus, avec des goûts dispendieux et un mauvais jugement. Au cours de la décennie après mon départ, il a injecté l'argent de la fiducie dans des startups technologiques spéculatives qui ont implosé de manière spectaculaire. Il a fait des paris à effet de levier sur des développements immobiliers qui ont fait faillite quand le marché a changé. Il a investi dans des entreprises basées sur des relations, des intuitions, et des recommandations de country club, plutôt que sur une véritable diligence raisonnable. Le truc avec la vieille fortune, c'est qu'elle crée une illusion de compétence. Quand vous êtes né riche, les gens supposent que vous devez être intelligent. Ils vous invitent dans des affaires. Ils font confiance à votre jugement. Ils vous donnent des opportunités pour lesquelles d'autres doivent se battre. Gérald avait passé toute sa vie à surfer sur cette hypothèse. Il pensait qu'il était un génie de la finance parce que ses investissements avaient toujours fonctionné. Mais ses investissements avaient toujours fonctionné parce qu'il investissait l'argent de son père, en utilisant les relations de son père, dans le réseau de son père. Une fois que cela a disparu, une fois qu'il a chassé tous ceux qui savaient vraiment ce qu'il faisait et s'est entouré de sycophantes qui lui disaient ce qu'il voulait entendre, les résultats étaient prévisibles. J'ai entendu des rumeurs au fil des ans, des murmures d'anciens contacts du Connecticut qui me contactaient occasionnellement pour faire des commérages. Gérald avait vendu la maison de Darien. Gérald avait déménagé dans un endroit plus petit. Gérald avait cessé de se montrer aux événements du club. Gérald avait été vu dans des restaurants où il n'aurait jamais mis les pieds auparavant, mangeant des repas qu'il n'aurait jamais commandés. Je n'ai pas ressenti de satisfaction quand j'ai entendu ces choses. Je n'ai pas ressenti de vengeance. La plupart du temps, je ne ressentais rien. C'était un étranger. Ses problèmes étaient ses problèmes. J'avais ma propre vie à vivre. Maintenant, à 72 ans, Gérald était fauché. Sa santé déclinait. L'homme qui avait passé toute sa vie obsédé par la richesse et l'héritage n'avait ni l'un ni l'autre. Il faisait face à la perspective de l'aide publique, des programmes gouvernementaux, le genre de filet de sécurité qu'il avait toujours regardé avec mépris. Et puis quelqu'un, probablement l'un de ses avocats,
lui a parlé des lois sur la responsabilité filiale. La plupart des gens ne savent pas que ces lois existent. Je ne le savais certainement pas, jusqu'à ce que je reçoive cette plainte. Mais dans le Connecticut, comme dans une trentaine d'autres États, il existe des statuts qui peuvent obliger les enfants adultes à payer pour le soutien de parents indigents. Les lois sont anciennes, remontant aux lois élisabéthaines sur les pauvres d'il y a des siècles, et elles sont rarement appliquées à l'époque moderne. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. La plupart des avocats n'ont jamais déposé de dossier en vertu de celles-ci, mais elles sont toujours là, assises dans le code juridique, attendant d'être utilisées comme une arme par quelqu'un d'assez désespéré pour essayer. Gérald était désespéré. Et j'étais là, son fils biologique, maintenant un cadre biotech prospère avec un bon salaire, une maison en banlieue, et une vie qui, de l'extérieur, semblait pouvoir absorber un paiement mensuel de $3 500. Il jouait la carte de la biologie après avoir passé une vie entière à la nier. L'audace de la chose m'a coupé le souffle. Le culot pur et honté de cet homme, revendiquant la paternité quand c'était rentable, après avoir légalement déclaré que je n'étais pas son fils quand c'était rentable. C'était presque impressionnant dans sa dépravation. J'ai engagé une avocate. Elle s'appelait Meredith, une femme perspicace, spécialisée dans les litiges familiaux complexes. Elle avait la réputation d'être absolument impitoyable au tribunal, le genre d'avocate contre laquelle les autres avocats mettaient leurs clients en garde. Son bureau était au centre-ville, tout en verre et en acier, avec des œuvres d'art coûteuses. Mais elle s'habillait comme si elle était prête pour un combat de rue. Des costumes sérieux, des chaussures pratiques, le genre de femme qui donnait l'impression d'aimer gagner plus qu'elle n'aimait être payée. Quand je me suis assis dans son bureau et que je lui ai raconté toute l'histoire depuis le début, elle n'a pas froncé les sourcils. Elle n'a pas exprimé de sympathie, d'indignation, ou l'une des émotions qu'une personne normale pourrait montrer en entendant parler d'un père qui a fait chanter son propre fils pour des millions de dollars. Elle a souri. C'était le genre de sourire qu'on pourrait voir sur un requin juste avant qu'il ne morde. Le genre de sourire qui vous rend très heureux qu'elle soit de votre côté. Laissez-moi m'assurer que je comprends bien, a-t-elle dit, tapotant son stylo contre son bloc-notes. Il vous poursuit sur la base de la paternité biologique. Oui. Il prétend que puisque je suis son fils, la loi du Connecticut m'oblige à le soutenir maintenant qu'il est indigent. Et vous avez le test ADN prouvant que vous êtes son fils biologique? Je l'ai. J'ai fait une pause. Mais j'ai aussi ça. J'ai fait glisser une photocopie sur son bureau. C'était l'attestation vieille de 10 ans. Le document où Gérald avait juré sous peine de parjure que je n'étais pas sa descendance biologique. Le document qu'il avait utilisé pour voler mon héritage et rompre notre relation légale. Meredith l'a ramassé. Elle l'a lu lentement, ses yeux parcourant chaque ligne comme si elle savourait un repas raffiné. Quand elle a fini, elle l'a relu. Son sourire s'élargissait à chaque paragraphe, jusqu'à ce qu'elle ressemble au chat qui avait mangé le canari et planifié déjà quoi manger ensuite. Oh, c'est magnifique, a-t-elle dit quand elle l'a finalement reposé. C'est absolument magnifique. Votre père a commis un suicide judiciaire et ne le sait même pas encore. Pouvons-nous gagner? Ai-je demandé. Meredith m'a regardé droit dans les yeux. Son expression était de la pure confiance. Ethan, nous n'allons pas seulement gagner. Nous allons faire jurisprudence. Ils vont enseigner ce cas dans les facultés de droit. La date du tribunal a été fixée pour un mardi gris de novembre. Le genre de jour où le ciel ressemble à du béton, et où l'air vous mord le visage quand vous marchez du parking au palais de justice. Les arbres étaient nus, des feuilles mortes éparpillées sur le trottoir. Tout semblait froid et définitif. Je portais mon meilleur costume, bleu marine, bien ajusté, le genre de costume qu'on porte quand on veut projeter le succès sans être tape à accent grave-l'œil. Je me sentais calme, d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Pendant 10 ans, j'avais porté le poids de ce que Gérald m'avait fait, le traînant derrière moi comme une chaîne attachée à ma cheville. Maintenant, j'étais sur le point de la déposer. Je n'avais pas vu Gérald depuis une décennie quand il a été conduit dans la salle d'audience en fauteuil roulant. Je l'ai à peine reconnu. Il était flétri, ratatiné. Les larges épaules dont je me souvenais s'étaient voûtées vers l'intérieur. La présence imposante avait diminué pour devenir quelque chose de presque pitoyable. Il était dans un fauteuil roulant, poussé par une aide-soignante à domicile qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Mais l'arrogance était toujours là. Je pouvais la voir dans la position de sa mâchoire, dans la façon dont il tenait son menton haut, même alors que son corps le lâchait.
Le sentiment que tout lui était dû était gravé dans les lignes profondes autour de sa bouche. Il portait un costume coûteux qui datait clairement de temps meilleurs, pendant sur son cadre décharné comme un costume d'une pièce dans laquelle il n'avait plus de rôle. Il ressemblait à un roi en exil, attendant toujours le trône tout en étant assis dans le caniveau. Gérald ne m'a pas regardé quand il est entré. Il a regardé droit vers le juge, un homme sévère nommé juge Morrison, qui avait la réputation d'avoir zéro patience pour les drames familiaux. Morrison était sur le banc depuis 30 ans, et avait clairement vu toutes les variétés de dysfonctionnements humains. Son expression suggérait qu'il avait déjà décidé que ce serait une perte de temps. L'avocat de Gérald s'est levé en premier. Il s'appelait Prescott, un charognard dans un costume cher qui se spécialisait clairement dans tous les cas qui payaient les factures. Il avait l'air d'un homme qui avait cessé de croire en ses clients il y a longtemps, mais qui avait encore besoin de payer ses traites immobilières. Prescott s'est lancé dans sa plaidoirie d'ouverture avec une sincérité théâtrale. Il a dépeint Gérald comme un père dévoué, qui était tombé dans des temps difficiles sans que ce soit de sa faute. Un homme qui avait tout sacrifié pour élever son fils, seulement pour être abandonné à son heure de besoin par un enfant ingrat, qui avait réussi et tourné le dos à l'homme qui avait rendu tout cela possible. Votre honneur, a dit Prescott, faisant un geste vers le fauteuil roulant de Gérald avec une sympathie calculée. La loi est claire. Le défendeur a des moyens financiers substantiels. Son père est indigent et en mauvaise santé. Le lien biologique entre eux est irréfutable. Nous avons soumis un test de paternité récent commandé par mon client, qui confirme une correspondance génétique de 99,9%. Tout ce que nous demandons, c'est le soutien statutaire requis par la loi du Connecticut. Nous essayons simplement d'empêcher un vieil homme de se retrouver à la rue. C'était un récit convaincant. Si vous ne saviez rien de notre histoire, vous auriez pu vous sentir désolé pour le vieil homme dans le fauteuil roulant. Vous vous seriez peut-être demandé quel genre de fils abandonnerait son père âgé à la pauvreté. Puis, ce fut le tour de Meredith. Elle n'a pas utilisé le podium. Elle s'est tenue juste à côté de moi, sa main posée sur mon épaule dans un geste de solidarité que je savais calculer pour le bénéfice du juge. Tout ce que faisait Meredith était calculé. C'est ce qui la rendait si efficace. Votre honneur, a dit Meredith, sa voix froide et claire. Nous ne contestons pas le statut financier actuel du plaignant. Nous avons examiné sa documentation, et nous acceptons qu'il se soit, par ses propres mauvaises décisions, rendu indigent. Nous ne contestons pas non plus l'exactitude du test ADN qu'il a soumis. La science génétique est claire. Elle a fait une pause. La salle d'audience était silencieuse. Cependant, nous demandons le rejet immédiat basé sur la doctrine de l'estoppel judiciaire. Le juge Morrison a haussé un sourcil. Expliquez, maître. L'estoppel judiciaire empêche une partie de prendre une position dans une procédure judiciaire qui est directement contraire à une position qu'elle a prise avec succès dans une procédure antérieure. Meredith s'est tournée pour regarder directement Gérald pendant qu'elle parlait. Essentiellement, votre honneur, vous ne pouvez pas dire à un tribunal que le ciel est bleu pour gagner une affaire, et ensuite dire à un autre tribunal que le ciel est vert pour gagner une affaire différente. La loi ne permet pas une incohérence aussi fondamentale. Elle s'est dirigée vers le banc et a remis un document à l'huissier. Il y a 10 ans, a continué Meredith, sa voix prenant un côté tranchant, Gérald Ashford a contraint mon client à renoncer à un héritage de plusieurs millions de dollars. Il y est parvenu grâce à une campagne calculée de manipulation émotionnelle et de manœuvres juridiques. Au cœur de ce stratagème se trouvait une attestation sous serment, déposée auprès du tribunal des successions, dans laquelle Gérald Ashford déclarait qu'Ethan Ashford n'était pas son fils biologique. La salle d'audience est devenue silencieuse comme une tombe. J'ai regardé le visage de Gérald pour la première fois depuis son entrée. Il me regardait. Ses yeux étaient écarquillés. Sa bouche s'est légèrement ouverte. Il ne s'était clairement pas attendu à cela. Son avocat avait l'air confus et alarmé, feuilletant frénétiquement ses propres papiers. Prescott n'avait visiblement pas été informé de l'attestation. Gérald l'avait engagé pour déposer une simple demande de pension, lui assurant probablement que ce serait simple. Il avait négligé de mentionner la paperasse gênante d'une décennie plus tôt. Ceci est la pièce a dit Meredith, tenant le document. Une attestation de non-paternité signée par le plaignant, datée du 14 juin 2014. Dans ce document, Gérald Ashford déclare sous serment, et je cite, « J'ai des preuves irréfutables qu'Ethan Ashford n'est pas issu de ma lignée biologique, et je romps par la présente toute reconnaissance familiale et tout lien juridique avec lui. »
Elle a laissé les mots flotter dans l'air. Il a utilisé cette déclaration sous serment pour s'assurer le contrôle exclusif du fonds fiduciaire de son père. Il l'a présenté au tribunal des successions comme preuve que mon client n'avait aucun droit sur l'héritage. Le tribunal a accepté sa représentation, et la fiducie a été dispersée selon ses souhaits. Meredith s'est retournée pour faire face au juge. Donc, votre honneur, nous avons un dilemme. Soit Gerald Ashford a commis un parjure et une fraude il y a 10 ans, quand il a dit au tribunal des successions que mon client n'était pas son fils, soit il ment à ce tribunal aujourd'hui quand il prétend que mon client est son fils. Ça ne peut pas être les deux à la fois. La loi ne lui permet pas d'être un père quand c'est rentable, et un étranger quand c'est pratique. Il a fait son choix il y a une décennie. Il a signé des documents. Il a prêté serment. Il a encaissé des chèques. Il ne peut pas revenir en arrière juste parce qu'il n'y a plus d'argent. Le juge Morrison a pris la vieille attestation. Il l'a lu lentement, son expression indéchiffrable. Puis il a pris le nouveau test ADN que Gerald avait soumis. Il a regardé alternativement les deux documents, comme un homme comparant un reçu à une facture et trouvant que les chiffres ne correspondent pas, Maître Prescott, a dit le juge, sa voix descendant dans un registre dangereux. Votre client vous a-t-il informé de cette attestation antérieure? Le visage de Prescott avait pris une teinte grisâtre maladive. Il a regardé Gerald avec une expression d'horreur naissante, comme un homme qui venait de réaliser qu'il avait marché dans des sables mouvants. Non, votre honneur, a dit Prescott. Je n'ai pas été informé de ce document. Je n'ai pas été mis au courant de ces procédures antérieures. Monsieur Ashford, le juge Morrison s'est adressé directement à mon père. Avez-vous signé cette attestation? Gerald a bougé dans son fauteuil roulant. Il avait l'air plus vieux qu'il ne l'était quelques minutes auparavant. L'arrogance se fissurait, révélant quelque chose de désespéré et de coincé en dessous. J'étais bouleversé à l'époque, a dit Gerald. Sa voix était rauque, faible. J'avais des soupçons sur ma défunte femme. Je croyais des choses qui se sont avérées incorrectes. Les preuves ADN prouvent que j'avais tort. Je suis son père. C'est ce qui compte. Il me doit ça. Vous avez juré sous serment. La voix du juge Morrison était tranchante comme une lame. Vous avez utilisé ce document pour vous enrichir aux dépens de votre fils. Vous vous êtes tenu devant le tribunal des successions et leur avez dit que cet homme n'était pas votre enfant. Et sur la base de cette déclaration sous serment, vous avez reçu de l'argent qui lui revenait de droit. Vous ne pouvez pas annuler une rupture légale juste parce que l'argent est épuisé. Mais je suis son père. La voix de Gerald s'est élevée, se brisant avec quelque chose qui aurait pu être du désespoir ou peut-être de la rage. Je l'ai élevé. Je l'ai nourri. J'ai mis un toit au-dessus de sa tête pendant 18 ans. Ça doit compter pour quelque chose. Ça ne compte pour rien. La voix du juge a coupé à travers la salle d'audience comme un marteau. Parce que vous avez vendu ce droit. Vous avez échangé votre paternité contre un fonds fiduciaire. Vous ne pouvez pas maintenant revendiquer la relation que vous avez explicitement, légalement, et sous serment, reniée. Meredith s'est avancée à nouveau. Votre honneur, je noterai également que le plaignant vient d'admettre officiellement qu'il est en fait le père biologique de mon client. C'est un aveu que son attestation de 2014 était fausse. Il a essentiellement avoué en audience publique avoir commis une fraude contre la succession de son défunt père, et un parjure dans la procédure de succession antérieure. Elle a fait une pause pour laisser cela s'imprégner. Bien que le délai de prescription pour la fraude originale soit peut-être passé, sa soumission de ce procès actuel constitue un abus frivole du système judiciaire, il tente d'utiliser les tribunaux pour perpétuer le même schéma qu'il a commencé il y a une décennie, en inversant simplement le mensonge pour répondre à ses besoins financiers actuels. Le juge Morrison a hoché la tête lentement. Il a regardé Gerald avec une expression de mépris pur et non dissimulé. Le genre de regard que vous pourriez donner à quelque chose que vous avez trouvé sous votre chaussure. La requête de soutien filial est rejetée avec préjudice, a statué le juge. Monsieur Ashford, vous êtes légalement empêché de revendiquer la paternité dans le but d'un avantage financier, ayant précédemment nié cette même paternité dans le même but. Aux yeux de ce tribunal, et sur la base de votre propre déclaration sous serment de 2014, vous n'avez pas de fils. Le marteau est tombé. Le son a résonné dans la salle d'audience comme un coup de feu. De plus, a ajouté le juge Morrison, se penchant au-dessus du banc, je sanctionne le plaignant à payer tous les frais juridiques encourus par le défendeur en réponse à cette action frivole. Et Maître Prescott,
Je vous suggère de sortir votre client de ma salle d'audience avant que je ne décide de référer cette attestation au procureur pour un examen des charges potentielles de parjure. Je me fiche de savoir à quel point il est vieux ou malade. La fraude est la fraude. Je me suis levé. Mes jambes semblaient étranges, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Meredith m'a serré la main, et a dit quelque chose à propos d'appeler son bureau pour gérer le recouvrement des frais, mais je l'ai à peine entendu. J'ai marché vers la sortie sans regarder Gérald en arrière. Je pouvais l'entendre derrière moi, sa voix s'élevant dans une cadence paniquée et désespérée alors qu'il criait après son avocat. Il exigeait de savoir comment cela était arrivé, insistant sur le fait qu'il devait y avoir quelque chose qu'il pouvait faire, menaçant de déposer des appels, des plaintes et des poursuites contre toutes les personnes impliquées. Mais tout cela semblait distant, étouffé, comme le bruit d'une télévision jouant dans une autre pièce. J'ai poussé les portes du palais de justice, et je suis sorti dans l'après-midi gris de novembre. L'air froid a frappé mon visage et je l'ai respiré profondément. Il avait le goût de la liberté. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un texto d'un numéro inconnu. Ethan, je sais que tu as de l'argent. Tu ne peux pas me laisser mourir de faim. Je suis ta chair et ton sang. J'ai regardé le message pendant un long moment. J'ai ressenti un pincement familier quelque part dans ma poitrine. La vieille réponse conditionnée. Le besoin entraîné de lui plaire, de prouver ma valeur, de gagner l'approbation qu'il n'avait jamais donnée librement. Mais ensuite j'ai pensé à l'attestation. J'ai pensé aux mensonges qu'il avait racontés sur ma mère. J'ai pensé aux photos qu'il avait utilisées pour me faire chanter. Aux accusations d'infidélité que l'ADN avait prouvées fausses. J'ai pensé aux 10 années de silence pendant lesquelles il a dépensé l'argent qui aurait dû être le mien. Sans jamais tendre la main une seule fois, sans jamais vérifier une seule fois si j'étais vivant ou mort. J'ai tapé ma réponse lentement. Selon l'attestation que tu as signée, je suis le fils d'un professeur de tennis. Tu devrais lui demander de l'argent. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai bloqué le numéro. L'histoire ne s'est pas terminée tranquillement. Elle ne le pouvait pas, parce que Gérald ne m'avait pas seulement poursuivi. Il s'était exposé. Les transcriptions judiciaires sont des dossiers publics dans le Connecticut. En une semaine, les détails de l'audience circulaient dans le monde soudé et ragoteur de la vieille fortune de Nouvelle-Angleterre. Le country club que Gérald avait passé toute sa vie à essayer d'impressionner a appris qu'il avait commis une fraude contre la succession de son propre père pour déshériter son fils. Ils ont appris qu'il avait signé des documents jurant que je n'étais pas son enfant, puis s'était retourné pour exiger de l'argent de moi parce que je l'étais. Les gens dans ces cercles parlent. Ils font des commérages autour de parties de golf, de dîners et d'événements caritatifs. En un mois, tous ceux qui comptaient dans le monde de Gérald savaient exactement ce qu'il avait fait. Le mot fraude se répand dans la haute société comme une traînée de poudre. Personne ne veut être associé à une fraude. Ses amis restants l'ont abandonné. Le country club auquel il appartenait depuis 40 ans a révoqué son adhésion. 2 semaines après le procès, son dernier partenaire d'investissement a déposé une plainte l'accusant d'avoir déformé ses actifs dans une transaction datant de 6 ans. La poursuite nommait des cas spécifiques où Gérald avait gonflé les chiffres pour obtenir un financement. C'était une affaire civile, mais la procédure de découverte a mis au jour des emails qui ont été transmis au bureau du procureur général de l'État. Gérald a fini dans un établissement de soins géré par l'État. Éclairage fluorescent, sol en linoléum, repas sur des plateaux en plastique, le genre d'endroit financé par les mêmes programmes de contribuables contre lesquels il avait passé toute sa vie à voter. 3 mois après le procès, j'ai reçu un appel de Meredith. Les sanctions financières avaient été traitées. Les actifs restants de Gérald, un petit compte d'investissement qu'il avait essayé de cacher, avaient été liquidés pour couvrir mes frais juridiques. Le chèque était déjà à la poste. 22 000 $. Ce n'étaient pas les millions qu'il m'avait volés, mais cela couvrait ce que j'avais dépensé pour me défendre contre ces bêtises, plus un petit extra. J'ai fait don du surplus à un fonds de bourse d'études pour les étudiants universitaires de première génération. Des gamins essayant de faire quelque chose de leur vie sans l'argent de la famille pour les soutenir. Cela semblait approprié. Quelques mois plus tard, un paquet est arrivé chez moi, venant d'un avocat gérant les affaires de Gérald. L'établissement avait un espace de stockage limité, et Gérald avait été forcé de remettre la plupart de ses effets personnels. Quelqu'un avait décidé de m'envoyer une boîte d'objets. La plupart n'étaient que des vieilleries, de vieux papiers, des babioles aléatoires. Mais au fond de la boîte se trouvait un album photo.
Je l'ai ouvert. L'album était plein de photos de moi apprenant à faire du vélo, moi à la remise des diplômes, moi gagnant une expo science. Pendant environ 10 secondes, je me suis demandé si peut-être il s'en était soucié après tout. Puis j'ai retourné l'une des photos. C'était une photo de moi à 10 ans, tenant un trophée de première place. Au dos, de l'écriture de Gérald, coût d'investissement à ce jour, 42 000 $. Roi en attente. J'ai feuilleté d'autres photos. Même chose. Montant en dollars. Calcul de coût. Note de performance. Il ne les avait pas gardés parce qu'il m'aimait. Il les gardait comme des reçus. J'ai apporté l'album à la cheminée ce soir-là. J'ai fait un feu, j'y ai jeté les photos une par une, et je les ai regardées brûler. 6 mois après ça, j'ai eu une promotion au travail, chef de mon département. L'annonce est sortie dans la newsletter de l'entreprise et a été reprise par quelques publications de l'industrie. Mon nom était dans les nouvelles pour les bonnes raisons. Une semaine plus tard, une lettre est arrivée. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture. Gérald avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à avoir accès à un stylo et du papier. La lettre faisait 3 pages d'accusations décousues. J'avais volé son héritage. J'avais retourné tout le monde contre lui. Je l'avais abandonné quand il avait le plus besoin de moi. Il exigeait que je lui rende visite. Il exigeait que je m'excuse. Il exigeait que je reconnaisse tout ce qu'il avait sacrifié pour m'élever. En bas, il avait écrit « Tu me le dois. Tu me le devras toujours. Je t'ai fait. » J'ai tout lu. Puis je suis allé dans mon bureau à domicile, j'ai sorti les résultats ADN que j'avais gardés dans mes dossiers depuis plus d'une décennie, et j'en ai fait 3 copies. J'en ai posté une à l'avocat qui m'avait envoyé la boîte des affaires de Gérald, avec une note expliquant ce que c'était et suggérant que ce soit ajouté à tout dossier officiel. J'en ai posté une au bureau du procureur qui avait reçu le renvoi du juge Morrison, au cas où il déciderait un jour de poursuivre l'angle du parjure. La 3e copie, je l'ai gardée. Ensuite, j'ai pris la lettre de Gérald, je l'ai pliée soigneusement, et je la lui ai renvoyée avec un simple post-it attaché dessus. Le post-it disait, conformément à votre attestation de 2014, je ne suis pas votre fils. Veuillez adresser toute correspondance future au professeur de tennis. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui.